Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal bilingue. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Présidentielle 2018, Paul Biya, le candidat des chefs traditionnels. L'appel à la candidature a été lancé ce samedi à Yaoundé au cours d'une réunion extraordinaire du bureau exécutif du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Les échos dans ce journal. Exit la deuxième session ordinaire de l'année législative 2018. Les travaux se sont achevés vendredi au Parlement sur une note de satisfaction générale. Bilan de la session et réaction des parlementaires dans ce journal. Accident de Boutourou 1, non loin de Diknemeki. 24 heures après le drame, de nombreuses questions subsistent. Que s'est-il passé? Y a-t-il des survivants? Les éclairages de la rédaction dans ce journal. Et voilà pour les titres. La première partie du journal, c'est en anglais. Avec vous, Edwin. Bonsoir. Good evening, Karine. Members of the National Council of Traditional Rulers, as we told you in the headlines, and traditional rulers in the upper and lower houses of parliament have presented a motion of support and called on President Paul Biya to stand as their candidate in the upcoming presidential election. The call was made today in Yaoundé during an extraordinary meeting of the Executive Board of the Council of Traditional Rulers, led by its president Alim Garga Hayatou, who is also the Lamido of Garoua. Details with Charles Anyangwe. Traditional rulers of Cameroon, under the leadership of the Lamido of Garoua, Alim Garga Hayatou, together with their colleagues of the two houses of parliament, have taken the firm resolve to convince Mr. Paul Biya to be their candidate in the upcoming presidential election. This council joins its voice to the multiple calls for your candidacy in the presidential election launched from the four corners of the country, and sharing the profound expectations and commitments of all Cameroon traditional rulers to appeal to you to stand for the upcoming 2018 presidential election. During the extraordinary meeting at the Yaoundé Conference Center, traditional rulers were very clear as to why they have taken this stand. President Paul Biya is the fund of funds. We are calling on him to take all appropriate measures to create a conducive atmosphere, one, for peace to reign in Cameroon, two, for there to be a successful elections where he is a candidate. As auxiliaries of the administration, having subjects under them, they promise to take their position to the populations under them. To tell our populations that we must keep the winning team, and the winning team is actually led by Paul Biya. In the presence of the Speaker of the National Assembly, Kavai Yege Jibril, and other special invitees, they presented a motion of support to the head of state for all he has done to traditional rulers. After the election and appointment of senators, we acknowledged with great satisfaction that the number of traditional rulers to sit in the Senate has increased. We, traditional rulers of Cameroon, gathered with the National Council of Cameroon Traditional Rulers, members of the Executive Board of the Committee and elders meeting today, addressed to Your Excellency this motion of support. They presented three prayers for Cameroon and highlighted their obligations of loyalty, the promotion of good governance, the protection of persons and property, and their role in the administration of justice in their respective chiefdoms. The second ordinary session for the 2018 legislative year has ended with the adoption of 9 bills on Cameroon in the international stage, the protection of human rights, cross-border security, and harmonious development of the country. Senate President Marcel Niat Njifenji called on senators to support the government in promoting peace, living together, and to continue to contribute to the return to normalcy in the northwest and southwest regions of the country. Details once more with Charles Anyangwe. In all, 9 bills were adopted during the June session of Parliament. They include the bill on the fiscal regime of the state and other entities,
the Cameroon Code on Transparency and Good Governance, the organization and promotion of sports activities, and that on vocational training, amongst others. According to senators, the session was a big success. It was a very successful session. Several important texts were adopted. In fact, the one that actually touched me most was the one on the management of public property and finance. You know, it has introduced some kind of discipline into the management of public funds and finance. To some opposition senators, it was not very successful owing to the fact that the issue of the Anglophone crisis did not feature in their deliberations. The law which we were expecting to see here, the Anglophone crisis, which is a disturbing issue. I'm not feeling, I'm just thinking, it's coming to an end today. How will I go back to my place? Exercising their constitutional duty of controlling government action, 2 question time plenary sittings were organized during which members of government received questions dealing with problems such as poaching, providing education for disabled children, amongst others. During the session, senators had the opportunity to interact with members of the audit bench of the Supreme Court during the 10th Exchange Forum on the bilingual annual report of this judicial body. As concerns parliamentary diplomacy, Senate President received some ambassadors and a delegation of the National Olympic Committee relating to the organization of the National School Game Dixiad built for Bafoussam in the West region. At the end of the June session of Parliament, senators left the Yaoundé Conference Center convinced that they have achieved their constitutional duties of voting bills and controlling government action. Members of the National Assembly have gone on recess after what can be described as an intense and exhaustive session that witnessed the adoption of 10 government bills. More than a dozen cabinet ministers were also quizzed on the functioning of their ministries during 4 question time sessions at a seminar such as the Economic and Social Forum. Esther Kimatabot reports that the issues which came up during the session were quite varied. The June ordinary session of the 2018 legislative year goes into the annals of history as one that saw the extension of the mandates of members of the National Assembly by 12 months from October 15. Amongst the 10 bills adopted was that on the fiscal regime of the states and another on transparency and good governance in public finances. At first, it was the Finance Committee and the Ministry's handling. Now it's being enlarged to the audit bench, it's being enlarged to the civil society in the participation in budgetary management. They have introduced what they call a budgetary debate. The upheavals in the Northwest and Southwest regions, given some attention in the question time sittings, remain preoccupying. This is the way for me to talk to my brothers in the Southwest and the Northwest. Please, let's keep the peace, because when there's no peace, when the war starts, it's not easy to stop it, and then we will just lose. I think there's a possibility for us to talk. There's a possibility for us to dialogue. Where there are killings of soldiers, of civilians, where there are burnings and social crisis, nothing has formally been discussed. And we think that the government should have looked into the issues faithfully in detail about the Anglophones to see where we can strike a balance. We have to remain in a united nation. Every person will try to have the Cameroon united from the north to the south, from the east to the west. The questioning of Cameroon's sovereignty denounced by House Speaker Honorable Kavege Jibril and the people's right to choose their leaders was also harped on. We are going to have to choose the head of state of this nation. During this session, we gave our own view for the future of this nation. The people's representatives go on recess with a call to sow seeds of peace and living together. Merci d'être avec nous. Les chefs traditionnels appellent le président Paul Biya à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. L'appel était lancé ce samedi à Yaoundé au cours d'une réunion extraordinaire du bureau exécutif du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Le président du Conseil, Sa Majesté Halim Garga Hayatou, a demandé à ses collègues de porter le message à toutes les populations placées sous leur autorité. Richard Talatodem.
Ce n'est pas le ministre de l'enseignement supérieur ni le président de l'Assemblée nationale que vous voyez ici. Ce sont le chef traditionnel de Kolandoum et le président d'honneur du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Leur Majesté Jacques Famdongo et Kavaye Yégué Djibril assistent à une réunion du bureau exécutif du Conseil au Palais des Congrès de Yaoundé, qui a un objectif bien précis. C'est de faire appel à la candidature du président de la République, son Excellence le président Paul Biya, pour lequel le peuple camerounais a déjà exprimé en grande partie son attachement. Avec des invités spéciaux comme le vice-premier ministre Amadou Ali ou le préfet de Mfundi, les gardiens de la tradition écoutent un exposé rappel sur leurs rôles et fonctions et cogitent sur la situation politique actuelle du pays et lancent cet appel. Le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun, ses démembrements régionaux, départementaux et communaux, vous exhortent et sollicite respectueusement votre candidature à la prochaine élection présidentielle de 2018. Les chefs traditionnels du Cameroun vous témoignent leur soutien, leur fidélité et leur loyauté à votre vision du Cameroun d'aujourd'hui et de demain. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes notre choix pour l'élection présidentielle de 2018. Fait à Yaoundé le 7 juillet 2018 et ont signé tous les chefs traditionnels du Cameroun. Les mêmes signatures se retrouvent au bas de la motion de soutien que les chefs traditionnels adressent au président Paul Biya qui rassure pour le développement du Cameroun. Les chefs traditionnels, qui sont des auxiliaires actifs, doivent répandre la bonne nouvelle. Ne soyez pas du tout ni complexés, ni dévalorisés aux yeux de quiconque. Soyez dignes de ce testament d'hérédité que vous avez de vos parents. Le président du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun prêche à des convertis. Nous avons des obligations envers celui-là même que nous avons choisi, que nous avons désigné, que nous avons coopté et que nous avons amené nos populations à accepter. Nous allons sensibiliser davantage nos populations par rapport à l'appel de candidature de son Excellence Paul Biya pour les séances futures. Des prières adressées au Très-Haut protégeront le chef de l'État, le chef des chefs, Paul Biya, et les guideront, eux, les chefs traditionnels, dans la propagation du message. Les travaux marquant la deuxième session ordinaire de l'année législative 2018 se sont achevés hier, vendredi au Parlement. Au Sénat, le président de la Chambre, Marcel Nyadifendi, a dit son satisfait pour le travail abattu pendant un mois. Il a invité ses collègues à lutter contre la division du Cameroun et à soutenir le programme d'assistance humanitaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Voici quelques réactions des sénateurs recueillies par Richard Taladem. Ils se sont séparés hier au Palais des Congrès après un mois d'intenses travaux, fait des travaux en commission, des questions orales aux membres du gouvernement et du vote de 9 projets de loi relatifs au sport, à la bonne gouvernance et à la gestion des finances publiques au Cameroun. Ce sur quoi le président de la Chambre, Marcel Nyadifendi, les félicite. Pour les leçons, les sénateurs se disent très marqués par le projet de loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Ce code est fondamental et ce code, si tous les gestionnaires, tous les acteurs respectaient ce qui est prescrit par ce code, le Cameroun connaîtrait un certain envol vers la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Les sénateurs vont en vacances avec le sentiment d'avoir beaucoup fait et beaucoup appris sur la sécurité transfrontalière, sur la protection des droits de l'homme et sur le développement social et économique de notre pays. Tous ces projets de loi qui ont été adoptés par le Sénat, c'est des projets de loi d'une grande valeur pour le pays, de manière générale. Pendant cette session, le Cameroun a mis un accent particulier sur ses relations internationales en approuvant de nombreuses conventions que le président devait signer avec les institutions internationales. Et la deuxième chose, c'est l'accent qui a été mis sur la bonne gouvernance.
L'intercession s'est donc ouverte et le président du Sénat, Marcel Nyadji-Fenji, recommande à ses collègues vigilance et sagesse, surtout en cette période électorale. À l'Assemblée nationale, comme au Sénat, cette session ordinaire de l'année législative 2018 était marquée par une intense activité. La Chambre a examiné et adopté 10 projets de loi. Elle a tenu 4 séances de questions orales aux membres du gouvernement. L'activité extra-parlementaire était tout aussi dense. Le bilan de la session avec Claristan. Au regard du contexte actuel dans notre pays, marqué par un agenda électoral dense et de la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord, il s'est agi d'assurer la meilleure organisation possible des prochaines consultations électorales. Le président salue le fait que le gouvernement nous ait permis d'avoir cette loi portant prorogation du mandat des députés. Le chef de l'État qui est garant également de la bonne organisation de toutes les élections s'est penché donc sur ce problème-là et il a fait dans une démarche élégante, une démarche constitutionnelle. Le mandat des élus du peuple a ainsi été prorogé pour une durée de 12 mois. La session ordinaire qui s'achève aura été dense et studieuse. Nous avons eu 3 textes majeurs au cours de cette session qui vont véritablement impacter sur la bonne gestion des finances publiques et sur le vécu quotidien des Camerounais en même temps que sur l'avenir de la jeunesse. Nous avons 2 autres projets de loi en matière de finances publiques. Celui est lié au Code de transparence de bonne gouvernance des finances publiques et le nouveau régime financier de l'État et des entités publiques qui remet au goût du jour de manière forte la responsabilité des ordonnateurs, des gestionnaires. Des projets de loi d'importance examinés et adoptés, mais aussi plusieurs activités extra-parlementaires en vue de l'information et de la formation des députés. Nous avons eu un forum social et économique qui nous a permis de nous imprégner des programmes que le gouvernement a pour la jeunesse. Il s'agissait donc dans ces discours également d'inviter chacun des députés dans sa circonscription à aller vers les jeunes et à leur amener ce que nous avons reçu pendant ce forum. Les membres du gouvernement, en tête desquels le Premier ministre, chef du gouvernement, se sont montrés disponibles. C'est l'une des sessions où la synergie entre l'exécutif et le législatif a été quasi parfaite. Ça m'a donné la certitude que nous avons la maturité suffisante, le sens des responsabilités suffisant pour gouverner notre pays et pour faire les choix qui sont ceux qui conviennent à ce que le peuple attend. Le rideau est tombé sur les travaux de la session du mois de juin, mais nous avons toujours le cœur meurtri par la situation qui prévaut dans les régions du nord-est et du sud-ouest. À ce jour, le bilan est particulièrement lourd. 74 994 personnes déplacées internes dans les 2 régions et 21 291 réfugiés au Nigeria. Voisins seront le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Personne n'a intérêt à ce que les troubles perdurent dans notre pays. Le mandat des députés a été prolongé d'1 an. Nous devons nous investir à rechercher les voies et moyens pour ramener la paix dans notre pays. La représentation nationale invite à plus de solidarité et invite tous et chacun à s'investir pour que reviennent l'ordre, la paix et la sérénité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. The dust is yet to settle on yesterday's accident left 30 people dead along the Yaoundé-Bafoussam highway. Corpses were conveyed to the Yaoundé Central Hospital mortuary, where the population has been visiting to identify theirs. Gendarmerie services indicate that 4 survivors are receiving treatment. Joyce Kimifuwajo has update on the accident. As families of the deceased from the Mdikinimiki carnage continue mourning over the untimely death of their loved ones, reports from the Yaoundé Central Hospital say officials burnt the midnight candle, preparing the mutilated corpses for better conservation. The General Supervisor of the Yaoundé Central Hospital shows us published list of 28 corpses from the Ndikinimiki accident.
20 of them have already been identified by their families, though he talked of a case of double identification, which was later sorted out. 8 of the corpses are yet to be identified, while 3 of them have no names. Meantime, information gotten by phone from the Ndikinimiki Gendarmerie post confirms that 28 corpses were retrieved from the wreckage of the car, 7 seriously wounded, with 3 of them succumbing to their wounds while on the way to the Ndikinimiki District Hospital, while the 4 survivors from the accident were later sneaked away by their families for treatment. But it was dead silent midday Saturday at the Yaoundé mortuary of the Central Hospital, where the 28 corpses are being conserved. Though we found no family members to talk to, the hospital officials are calling on the general public, especially those whose relatives traveled that night, to come and help with the identification so as to ease conservation and the eventual removal for burial. Meantime, the investigation announced by the Central Regional Governor is ongoing to identify the real cause of such an unfortunate happening. Only after then will blames be apportioned and sanctions meted out. The long holiday in Cameroon is about 1 month old. It is a period when many students travel to spend time with family and friends in different parts of the country. The mass movement places bus services under pressure as many of them are forced to intensify the use of buses and drivers. Christian Chiatam reports on measures taken by bus agencies to prevent accidents, especially during this period. It's holiday again, and for bus agencies, this means an increase in the number of passengers to transport. Striking the balance between brisk business and passenger safety remains a main concern. Different agencies say they go about it each in their own way. When they have to come at our agency, all the dispositions are taken to make them know that security is there. When people are near the agency, they are directed to the counter. When they are registered, we are responsible of our luggage. The various agencies claim that they take adequate measures to control speed. We have GPS, which is centralized to the direction of exploitation, checking drivers to know if there is a speed exceeded. We have people who are in that route, going and coming back to control. Transporting passengers over long distances could also be a challenge, which needs adequate measures, especially at this period. We have many drivers. A driver from Gaoundéré is to stop in Bertoua. Bertoua, we have another driver who brings the bus in Yaoundé. In Yaoundé, we have the drivers who are there waiting for the bus to bring it to Douala. The drivers cannot feel tired. In front of the camera, everybody claims to take adequate measures to ensure road safety. How well these measures are implemented every step of the way remains the big question. 24 heures après l'hécatombe de Boutourou 1, une trentaine de morts dans un accident de la circulation routière, des questions demeurent, notamment qu'est-ce qui s'est passé cette nuit durant ce voyage finalement fatal et quel est le nombre exact de victimes. Serge Atangana-Bissot a essayé de reconstituer les derniers instants avant l'accident. Il fait le point également de la situation 24 heures après. Son reportage. Hier encore, vendredi, avant 5 heures, de sources gendarmes, ils étaient une joyeuse compagnie comme celle-ci, partie de Yaoundé et se rendant en Bouddha. Ce samedi, voici ce qui reste du plus grand nombre. Une liste de 28, tous morts, sur les 35 embarqués par le coaster de Takala Voyage au quartier Carrière 3 heures plus tôt. Ces 28-là ont été reçus ici, morgue de l'hôpital central, où l'on a fait des heures sup jusqu'après minuit. Les corps étaient amochés au possible, conséquence d'un excès de vitesse peut-être involontaire. Le conducteur s'est endormi. Un survivant raconte même que quand le véhicule est sorti du virage, lui a tenté de le réveiller, en vain. Le coaster a ainsi fait 70 mètres dans la broussaille, survolé le cours d'eau de Boutourou 1 avant de finir sa course folle contre le béton de sûreté du pont sur la rivière. Le manifeste de bord 30 passagers, faux. Ils ont finalement embarqué 35. Des 7 qui n'ont pas péri sur le champ, 3 ont rendu l'âme à l'hôpital de district de Ndikinimeki. Les 4 derniers survivants ont été emportés par leurs familles, arrivés sur les lieux. On ignore où. On espère pour des soins.
Et le bébé survécut miraculeusement, un fantasme Facebook, un autre. Paroles de gendarmes, de médecins traitants en Dikinimeki, de témoins à Boutourou 1 et même de morguiers à Yaoundé. Lendemain de carnage, à plus de 200 km d'ici, la cour du pavillon morgue de l'hôpital central est vidée. 5 familles ont quand même fait la démarche, l'horrible besogne, ce samedi, de venir reconnaître leur corps. Il reste 8. Parmi ces 8 personnes non encore identifiées, non reconnues par leur famille, 2 femmes et un homme qui apparemment ont voyagé sans aucune pièce d'identité. Serge Atanganabiso, CRTV. La vie continue néanmoins dans les agences de voyage, notamment avec la saison des départs en vacances qui bat son plein. Les vacanciers vont et viennent. Le rythme des voitures lancées passe aisément du simple au triple. Question de satisfaire une clientèle décuplée, 2 maîtres mots plus que jamais de rigueur, sécurité et respect des horaires. Allons voir les mesures spéciales mises en place pour cet effet avec Oswald Medou. Timvan au sud de Yaoundé. Les zones d'embarquement et débarquement des agences de voyage ne désemplissent plus. Voilà quelques semaines déjà que le rythme de croisière a été atteint. Seulement, cette période vache grâce à ses exigences. Sécurité oblige. On n'attend pas seulement la période de vacances pour mettre le dispositif de sécurité passagers et leurs biens. Pendant cette période, il faut redoubler d'efforts puisqu'il y a un peu plus d'affluence. Pour l'efficacité des mesures, à chaque agence, ses méthodes. Nous tenons compte des âges. Un chauffeur qui est dans la trentaine peut faire 3 bordereaux maximum. La plupart de nos bus sont codés. Donc c'est codé à un kilométrage que le chauffeur ne peut pas dépasser. On a un suivi GPS pour savoir si un chauffeur a excédé en termes de vitesse, automatiquement les sanctions vont suivre. Le capital humain est à préserver. Ça commence par une gestion efficace des effectifs. Quand un véhicule part, disons, de Ngaoundéré, arrive à Bertoua, le chauffeur qui a amené le bus à Bertoua n'est plus opérationnel. Un chauffeur est permanent à Bertoua qui attend ce véhicule qui l'amène à Yaoundé et il n'est plus opérationnel, il se repose. Un chauffeur prend de Yaoundé qui amène à Douala. Une attention particulière est aussi accordée aux véhicules au terme de chaque voyage. Dès qu'un véhicule entre, on se saisit du dossier, on vérifie la validité des documents. Et puis le service technique sur place se rassure du bon état du bus. Des initiatives louables, mais faut-il encore en vérifier l'effectivité sur le terrain? Le mérite déjà, c'est d'y avoir pensé. Seulement, ce n'est pas le cas de tout le monde. La grande majorité d'ailleurs, entre les agences qui n'ont d'agence que le nom et les nombreux clandestins pour qui seul le profit compte, des mesures de sécurité supplémentaires, c'est pas pour aujourd'hui. D'ailleurs, leurs portes sont restées fermées à nos sollicitations. Les responsables récemment nommés par décret présidentiel à l'hôpital général de Douala sont en poste. Ils ont été installés dans leurs fonctions hier, vendredi, par le ministre de la Santé publique. À la nouvelle équipe dirigeante et au président du conseil d'administration, André Mamafouda leur a prescrit de faire de l'hôpital général de Douala une référence dans la sous-région Afrique centrale. Les précisions de Cyril Edimo à Douala. En matière de recouvrement sanitaire, l'hôpital général de Douala est la référence dans la région du littoral de par son plateau technique, l'accueil et la prise en charge des patients. Mais les défis restent grands pour ces nouveaux responsables portés à la tête de cette institution hospitalière. Le ministre de la Santé publique prescrit alors une ordonnance de qualité supérieure à ces hommes et femmes. Il faut que l'hôpital soit bien tenu, toujours propre, que les professionnels de santé qui travaillent soient à leur poste et fassent preuve de disponibilité envers les patients. Des recommandations que les promus intègrent avec la plus grande détermination. Il faut d'abord que les patients soient nos rois. Les patients doivent être nos rois. En deuxième lieu, il faut que l'hôpital soit toujours propre, accueillant. Il faut que les soins soient exemplaires et excellents. Nous devons être ouverts à l'innovation.
Le directeur général, le professeur Henri Loumanamé et le docteur Calix Idapena, directeur général adjoint, se disent alors prêts à relever les défis qui les interpellent désormais. Des défis qui les appellent à positionner l'hôpital général de Douala comme une pièce majeure dans le schéma tactique de la CAN 2019. D'où la visite du chantier du plan d'urgence triennal par le ministre André Mamafouda pour clore cet instant. 65 millions de francs CFA, c'est la réponse en espèces sonnantes de la région de l'Est à la détresse de leurs frères des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les fonds ont été collectés ce samedi à Berthois. Dans la région de l'Est, le président de séance, le gouverneur Grégoire Vaux, a remercié les contributeurs du jour et invité les absents, élites et opérateurs économiques à rejoindre la chaîne de solidarité. Le reportage de Eli Omeondo, CRTV Est. C'est en grand nombre que les élites extérieures et intérieures, les opérateurs économiques, les forces vives et autres responsables de la région de l'Est ont répondu à l'invitation du gouverneur Grégoire Vongo dans le cadre d'une rencontre de collecte de fonds pour un élan de générosité et de soutien aux populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'assistance humanitaire d'urgence, projet du gouvernement camerounais pour assister les populations de ces deux régions victimes des affres de la violence qui accourent dans leur localité. Magnifique engagement des populations, toutes couches sociales confondues, ce n'est pas seulement une affaire d'élite. C'est vrai que beaucoup n'ont pas reçu l'information, mais l'essentiel a été fait. La collecte de fonds à Berthois, qui s'est déroulée à la permanence du parti de Sian, a été volontaire et s'est déroulée sur un principe de palier établi au gouverneur pour une collecte transparente, sans bousculade et sereine. Au terme de ce regroupement, la caisse de circonstances a reçu en espèces sonnantes et trébuchantes 64 389 500 francs CFA et en promesse une valeur d'1 300 000 francs CFA. Il est question pour la région de l'Est d'apporter ta modeste contribution à cet effort de sympathie vis-à-vis de nos frères et sœurs des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est une manifestation concrète de la solidarité nationale. C'est sur une note d'espoir en rapport avec la contribution de la région de l'Est à ce projet gouvernemental que la rencontre de collecte de fonds s'est achevée. Localities in the far north region affected by Boko Haram insurgency will soon experience a relaunch of socio-economic activities. Officials in charge of a strategic plan for the reconstruction of the areas met in a two-day workshop in Marwa to brainstorm on priority projects to be executed. Henry Tato Ekambi reports from Marwa. Apparently we have problems on the report by Henry Tato. Let's have the report from Marwa. Nigeria corridor as a transit to go and buy goods and sell in this region, who now instead takes the long journey from the far north to the north, then to Nigeria to get the same items. His cost of transportation increases, and so he shares the extra cost with his customers in the far north. That is just one out of the many challenges that the Boko Haram sect has brought to the economic, tourist, agricultural as well as other activities in this region. Yet with the gradual return of peace to this region, the powers that be have thought it wise to launch socio-economic activities in the 4 divisions that have been touched by the Boko Haram sect. And now we do think that everything is under control. The heads of service decide to organize population in order to reconstruct their economy. It is now left to these actors of this strategic plan that are mostly from the Ministry of Economy, Planning and Regional Development to work with the councils and deconcentrated cities to bring back life to normal in these localities in the far north. Construction work on the close to 52-kilometer stretch of the Babaju-Bamenda Road is intensifying and traffic flow controlled. The works are characterized by the opening up of embankments. Eric Langma-Wufo visited the Santa stretch and filed in this report. This is the stretch between the Santa Maitov Market and the entrance to GTH's Santa,
as well as the road leading to Lake Awi. The caterpillars are opening up the embankments with the purpose of making the road visible. We are doing some cleaning on the road, on the embankment. If you are passed between Babaju and Kombu, you see what they have already done there. We cannot just stand now and next day we are just putting tar on the road. They are preparing the platform on the road also. Technicians say the site to host the stone quarry pit is ready and that it will provide a platform for the crusher machine that is to come from a corner in the southwest region. This is where the gravel to be used on the road will be produced. The headwork is complete, so we are just waiting to the arrival of the crusher, which comes from a corner. This installation is expected to start on 16th of July. A year following the launch of construction works here by Public Works Minister, the pace of works have been progressive. People are not supposed to doubt. They were thinking that why is that we're walking around the western region section and we're not walking in the northwest. The road has a starting point. It is at Babaju, so I had to start there, even though we already jumped and entered Santana. On the almost 52-kilogram stretch of the Babaju-Bamenda road is divided into 3 parts. From Babaju to Welcome to Bamenda, the second one. From Welcome to Bamenda to Col de Champion. And the last section is the section from Welcome to Col de Champion, passing through Amumbizam roundabout, Fanan Junction, City Clemens, Food Market, Hospital roundabout, go to Veterinary Junction. The works so far have been characterized by the installation of works as well as the maintenance of traffic, and reworks will gain momentum in the days ahead. It should be noted that works on the Babaju-Bamenda stretch is expected to end by mid-2019. The government delegate to the Limbe City Council says maintenance of access roads and infrastructure that cater for the sanitation needs of the population received due attention from the 2017 budget of the council. Mr. Motanga Andrew Monjimba made the statement during the first order session for 2018. Edith Atoniche reports from Boya. The budget for the 2017 fiscal year for the Limbe City Council stood at 7 billion CFA francs, and following the council's accounts presented to the public, a near 100% recovery rate was registered. On a note of satisfaction, the government delegate, Mr. Motanga Andrew Monjimba, said the budget successfully financed projects such as the construction of 2 access roads leading to the Limbe Omnisport Stadium, the provision of public stand-ups, scholarships, and the embellishment of open spaces in the city. These projects and many others occupy a strategic position on the council's action plan as important events to be hosted by the city draw near. The production of African Nations Cup 2019, and we need than it is today. And for us to succeed in that endeavor, we need all and sundry. The population themselves have to indicate, put their hand on deck for this town to be cleaner than what it is. The public was assured that the famous Left Bank Maritime Project, whose completion will transform the city into a magnificent tourist destination, is gradually taking off. The government delegate expressed gratitude to the entire population of Limbe for their collaboration with the council, calling on them to remain united against violence, destruction and division. The University of Ngaoundéré and the University of Lorraine in France have agreed to work together to develop Ngaoundéré through the construction of a fruit and vegetable processing factory. A convention signed recently at the Dang campus will also reinforce scientific research cooperation between the 2 institutions. Silence Quine reports from CRTV Adamawa. The convention signed between the universities of Ngaoundéré and Lorraine in France recounts the long-standing friendship that links both universities. Professor Joël Cher, who represented the French side at the signing ceremony, has been working with the host university for over 19 years. The rector of the University of Ngaoundéré said partnership would go a long way to enhance the employability of her students, whose slogan is "One entrepreneur, one employer." Had many researchers who have gone to France, a technology that started from
a student here, had been developed in France and is to produce fruit and vegetable powders. We're going to put in place an industry. We have to contribute in local development. The government delegate to the Ngaoundéré Urban Council for his part expresses delight at the positive impact the convention would have on improving the living conditions of the locals. Professor Joël Shea was hence proclaimed an honorable citizen of the town. Beyond scientific collaboration among men, there is also friendship. And today I think friendship prevailed. The signing ceremony preceded a conference on innovation and self-employment organized as part of activities marking the first edition of the Science and Technology Days of the University of Ngaoundéré. Lutte contre les attaques terroristes par explosifs, les 36e et 37e promotions de l'EMIA sont les premières à bénéficier d'une formation pour la lutte contre les engins explosifs improvisés. 227 hommes au total viennent de recevoir leur parchemin de fin de stage au Centre spécialisé d'instruction, d'application et de perfectionnement du génie militaire à Douala. Le reportage de Daoud Mouliam. Ils sont 227 aspirants, dont 174 de la 36e promotion et 55 anciens militaires de la promotion cadette de l'école militaire interarmée. Ils sont les premiers à avoir été formés à la lutte contre les engins explosifs improvisés. Au bout de 3 semaines de stage, ils ont acquis les rudiments et compétences pour venir à bout de cette nouvelle et récurrente technique d'attaque terroriste. L'usage des mines a pris un coup. Et nous devons nous adapter à la nouvelle menace. Les nouvelles compétences acquises par ces imminents officiers leur permettront de sensibiliser leur section sur les techniques, tactiques, procédures et manœuvres dans un environnement d'engins explosifs improvisés. Ils pourront par ailleurs assister leur hiérarchie dans la mise en œuvre des explosifs et artifices en toute sécurité. Au sortir de ce stage, l'officier que nous sommes désormais, nous serons capables de planifier, de conduire, de coordonner, de contrôler et même de conseiller le commandement en matière d'engins explosifs improvisés. La cérémonie de remise des parchemins de ce jour a été précédée d'une dernière activité sportive couronnée par une marche au commandement. Et parce que la menace des engins explosifs improvisés est évolutive et permanente, une actualisation de ces connaissances est requise dans un contexte où la menace globale appelle à des stratégies globales, mais surtout à des actions locales. Mention bien pour les entreprises conduisant aux travaux de réhabilitation des digues sur le fleuve Logone et le lac de Maga respectivement. Une délégation du comité de pilotage du projet d'urgence de lutte contre les inondations a fait le tour des chantiers jeudi. La note de satisfaction laisse croire que les inondations, bientôt on en parlera plus qu'au passé. Aladji Mustafa, CRTV Extrême Nord. Des engins à l'œuvre pour réhabiliter la digue du fleuve Logone, celle du lac de Maga, ainsi que ses ouvrages connexes. Nous sommes dans le département du Mayo-Danaï et les travaux sont réalisés à près de 70%. Nous avons 27 km de digues, barrages qui ont été complètement faits. Et au niveau de radier déversoir de pousse, nous avons fini le radier sur 750 mètres linéaires. Au niveau de la protection des berges du Logone, nous sommes partis de 7 points critiques au départ du projet à 19 points critiques. Pour le moment, nous sommes à plus de 1200 mètres linéaires de protection des berges par enrochement. Au niveau du lac de Maga, nous avons en tout 8 km de protection en enrochement. Mais faute de ressources, nous sommes en train de nous concentrer sur 4 km par enrochement. Des dispositifs hydro et météo sont déjà mis. Des travaux qui ont pris un coup d'accélérateur malgré les difficultés rencontrées par le projet. Les problèmes de décompte, chacun est en train de bousculer pour que les paiements soient faits afin que les travaux ne soient pas bloqués. Nous avons aussi la pluie. Les travaux, on voudrait que ça soit achevé au plus tard le 28 février. Et je crois qu'on va pouvoir tenir le délai. Un chantier financé à hauteur de 54 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et le Cameroun et qui vise à barrer la grosse inondation dans cette partie du pays. Après la visite des travaux, le comité de pilotage du PULSI est satisfait. Le PULSI vient de réaliser le projet de plus de 65%, donc je suis vraiment satisfait de ce que j'ai vu. Cette descente sur le terrain est précédée de la tenue des travaux de la 10e session du comité de pilotage du PULSI, qui vise à barrer la grosse inondation dans cette partie du pays. Après la visite des travaux, le comité de pilotage du PULSI est satisfait. Le PULSI vient de réaliser le projet de plus de 65%, donc je suis vraiment satisfait de ce que j'ai vu. Cette descente sur le terrain est précédée de la tenue des travaux de la 10e session du comité de pilotage du PULSI,
qui se sont tenus à Maroua. Défilés sociaux déployés dans le Nord contre la pauvreté. La réunion d'évaluation du dispositif 6 mois après vient de se tenir à Garoua. Au terme des travaux, il semble bien que le projet Filets sociaux remplit sa mission. La pauvreté recule dans le Nord. Ousmane Assanda à Garoua. Cette rencontre entre le sommet et la base permet d'évaluer les activités du projet et les difficultés rencontrées durant les 6 premiers mois de l'année. Sur le terrain, les activités avancent normalement. Il y a 2000 bénéficiaires de cash transfert et il y a eu 2000 bénéficiaires de Timodon, le travail à haute intensité de main-d'œuvre. Déjà, on a eu à faire 6 paiements pour les 1000 bénéficiaires où tous ces bénéficiaires ont eu une formation en AGR et ont perçu une somme de 80 000 pour relancer leur activité et sortir de leur pauvreté. Des activités qui ont un impact sur le quotidien des bénéficiaires. Nous avons vu les bénéficiaires au début des paiements, on voyait la misère. Mais lorsqu'on a fait 4-5 paiements, lorsque vous revenez voir les mêmes femmes, vous réalisez qu'elles sont devenues propres. Et le projet n'entend pas s'arrêter en chemin. Le meilleur est encore à venir. La Banque mondiale vient de nous accorder encore un appui consistant de 60 millions de dollars qui nous permettront d'intensifier le projet dans les 3 régions septentrionales. Le projet Filets sociaux, lancé en 2006, financé par la Banque mondiale et le Cameroun, vise à lutter contre l'extrême pauvreté. Présent aujourd'hui dans cette région, il compte s'étendre sur l'ensemble du pays d'ici 2020. Lutte contre l'érosion et la désertification dans la Damawa, 52 plants en anacardier viennent d'être mis en terre à l'école publique Groupe 4 de Mbé. C'était sous la houlette du ministère de l'économie en partenariat avec le comité régional de lutte contre la sécheresse. Reportage Lydie Firita, CRTV à Damawa. Considéré comme étant le premier front de déforestation dans la région de l'Adamawa, l'arrondissement de Mbé est exposé au fil des jours à la désertification et à la sécheresse. C'est donc pour relever ces nombreux défis que le MINEPAT vient de lancer la phase pilote de reboisement productif dans cette localité. La lutte contre les effets néfastes du climat n'est pas une affaire d'une personne, c'est une affaire commune. Donc nous, au MINEPAT, on a mis sur pied un groupe de travail. Pour la première expérience dans la zone, 52 plants d'anacardiès ont été mis en terre dans la cour de l'école publique Groupe 4 de Mbé. Une plante qui joue non seulement plusieurs fonctions, mais également adaptée au sol. C'est la protection de l'environnement, de l'écologie. Il permet donc de fixer les sols contre l'érosion. Son système d'enracinement permet donc de limiter l'érosion. Son feuillage est persistant, c'est-à-dire qu'il ne perd pas ses feuilles. Également, il limite donc l'ensoleillement et un fort rayonnement au niveau du sol. Et il n'est pas nuisible. Il permet de produire des revenus à travers la production des noix d'anacarde. Des jeunes volontaires du service civique national du village pionnier Karnamanga ont pris l'engagement de veiller sur ces plantes jusqu'à leur évolution. Le rideau est tombé ce samedi sur la 5e édition des camps de vacances TIC en Bangan, arrondissement situé à 118 km des boulevards dans le sud. L'initiative du ministère Postes et Télécommunications aura permis d'initier environ 800 jeunes vivant en zone rurale à l'utilisation responsable des technologies de l'information et de la communication. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de Minette Libom-Liliquin, la ministre des Postes et Télécommunications. Le reportage de Charles Abosolo-Oba en Bangan. Au camp sur le TIC en Bangan, le réveil est animé. Les enfants obéissent à la lettre au programme préétabli par les responsables du mini-postel. Le réveil c'est 6 heures. Avant le bain, les enfants ont une activité sportive. Il y a le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, il y a la levée de couleurs. Après la levée de couleurs, les familles sont reparties en micro-société. Pour atteindre le résultat escompté, les petites mains sont mises à contribution. Entre ramassage d'ordures et vaisselle, tout est nécessaire. Et ça montre à quel point les enfants peuvent être responsables du moment où on leur demande, quand on les met en confiance.
et ils sont en train de s'épanouir. Ils sont très fiers de le faire. Venus des villages environnants de Mvangan, les 770 campistes sont comme des poissons dans l'eau. Je trouve ce camp de vacances tellement bien, puisqu'on m'apprend à manipuler bien l'ordinateur. Ce qui me plaît, c'est que mes amis sont là et je m'habitue aussi avec les autres qui sortent des autres coins. Demain, certainement, au moment de se dire au revoir, cette annonce va manquer à plus d'un. The East region has contributed the sum of over 64 million francs to support the people of the Northwest and Southwest region that are suffering from the crisis in that part of the country. This is within the humanitarian assistance plan put up by the head of state. The fundraising ceremony was chaired by the governor of the East region, Gregoire Mvongo. Elizabeth Mbombone Agbo reports. This is the fourth time in the history of the Baturi Diocese that about 47,000 Catholic faithful are witnessing a mass service of this magnitude since it was created in 1994. The creation of a new bishop was therefore quite historic, not only to the Catholic Church, but also to the population of the East region, who turn out in their numbers for the event from far and near. And so, in the presence of the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, the President of the Episcopal Conference of Cameroon, Cardinal Emeritus, as well as a host of members of the Episcopal Conference, the new Bishop of the Baturi Diocese, was consecrated, but not without precautions against certain odds. I will say the two major challenges here, education, healthcare, and then bringing people to an atmosphere, a spirit of development. The missions might be daunting, but the former principal of a secondary school is far from being a novice, as he knows exactly where to seek help. It's only the grace of God who can help us to do our work. I know that God will help me. Appointed on the 25th of April 2018 by the Holy Father Pope Francis, His Lordship Marcelin Marie Ndapnieb replaces His Grace for State Ambassador Njodo, appointed Archbishop of Garua since October 22, 2016. This Saturday's consecration was also attended by the Minister of Territorial Administration, personal representative of the head of state, Mr. Paul Atanganji, as well as his governor, Mr. Gregoire Mvogo. And we're sorry for that mix-up there. That was the consecration of a new bishop of Baturi, Monsignor Marcelin Marine Yapnem, in the presence of the Apostolic Nuncio to Cameroon. The report was sent to us by Patiako Difang. The president of the Mfundi 1 section of the CPDM, Marie Abuna, has called on party supporters to get registered on the electoral list so as to guarantee victory for their candidate Paul Biya in the upcoming presidential election. This was during a mobilization campaign at the Mangue subsection in Yaoundé. Yoti Kale Lisonge was there. As a man of the people, the section president Jean-Marie Abuna communed with the party supporters of the Mangue subsection, to whom he passed through messages of massive mobilization and determination as they look forward for victory for their candidate in the upcoming presidential election. The Mangue subsection counts 43 grassroots committees and so far has registered 15,000 potential voters. We are on the eve of important dates in our country, and the CPDM needs to be at its best to guarantee 100% victory for our national president. Comrades who are not yet registered on voters' lists have been encouraged to go and register. The awareness raising and mobilization campaign was also an opportunity to address some of the problems raised by supporters of the subsection, the most prominent being youth unemployment. Their gifts are to help our comrades solve problems that arise in some of our quarters and compounds, especially for hygiene and clean-up campaigns. To show the appreciation of the section president's gesture, gifts were also handed over to him as well as from the Muslim community in Mangue. In the Northwest region, the national chairman of the Bamenda headquartered United Democratic Party, El Haj Lawan Bako, has called on President Paul Biya to be the people's candidate for the 2018 presidential election. His statement is found in the declaration dubbed Bamenda Call. We have details with Ngonige Swabunshari in Bamenda.
It was with pomp and fanfare that the national chairman of the United Democratic Party, Elhaj Lawan Bako, convened the press corps in Bamenda to make known his party's choice of candidate for the upcoming presidential election. Speaking in his double capacity as UDP chairman and spokesperson of the presidential majority, of which his party is a frontline member, Elhaj Lawan Bako entreated President Biya to accept the call of the Cameroonian people to be their presidential candidate in 2018. The United Democratic Party today comes out clearly to say President Paul Biya is not only a president candidate, but the people of Cameroon candidate, because he has done much for this country. He's still doing much. He's still preparing to do something important because he knows where the shoe pinches. The UDP chair also used the occasion to salute emergency humanitarian assistance plan initiated by the head of state. I hope those assigned to handle that plan should not embezzle the money. Elhaj Lawan Bako equally prayed for a speedy end to the socio-political crisis in the northwest and southwest regions. L'écologie dans ce journal, l'inspecteur de police de premier grade Tani Chakunte Alain Roméo a été inhumé ce samedi. L'infortuné est tombé sous les balles des terroristes sécessionnistes à Bamenda le 21 juin dernier. Levée de corps et honneurs militaires ont ponctué l'hommage de la nation vendredi à Bafoussam sous la présidence du gouverneur de la région à Wafonka Augustine. Compte rendu Jean Armstrong Ju à Bafoussam. Après près de 16 ans à servir avec loyalisme et dévouement à la police, l'inspecteur de premier grade Tani Chakunte Alain Roméo a été assassiné le 21 juin dernier à Bamenda par les lâches sécessionnistes terroristes. Il était en service commandé. À la mort, la mise en bière et la levée de corps, les larmes n'ont pas pu être contenues malgré le cachet solennel et officiel qui entourait la cérémonie. La nation reconnaissante pour le policier de 42 ans, le gouverneur Rawa Fonka Augustine lui décerne la médaille de la vaillance publique à l'ordre de la sûreté nationale au nom du président de la République. L'acte est posé à la place des cérémonies de la ville de Bafoussam pendant les honneurs militaires à lui rendus. Les lamentations et le souvenir d'un bon mari, père, ami et évidemment bon camarade de service se sont entrechoqués. Il va comme ça en mission. Il lui manque 2 semaines pour rentrer et ce drame arrive. Nous n'avons eu que nos yeux pour pleurer. Il était disponible et tout le monde le pleure par son calme, le calme par lequel il se faisait remarquer partout. La terre du village Bangoula par Banganté se referme ce week-end sur un vaillant policier qui avait encore à beaucoup donner à la police. Il laisse une veuve et plusieurs enfants à bas âge. L'écologie encore, la matriarche Anne-Irène Mbono et Kok Mendjono, décédée le 17 mai dernier des suites de maladie, était conduite à sa dernière demeure le week-end dernier. C'était dans la localité de Nyangwundu, arrondissement d'Ayos, en présence d'une foule nombreuse de parents, amis et connaissances. Le reportage de Christelle Fouda. Elle est rentrée au pays les pieds devant, l'assistance en pleurs. Un cercle restreint a fait l'arrêt morne et Christ. À l'aéroport, une foule plus nombreuse a veillé la matriarche une dernière fois à l'église adventiste du 7e jour de Djongolo. Anne-Irène Mbono et Bok Munjongo aura ensuite droit à une levée de corps en terre de ses aïeux. La mère, grand-mère, arrière-grand-mère, Nanga Iboko, la digne épouse Yobokolo de 79 ans, peut enfin entamer l'ultime partie du dernier voyage, un parcours fleuri d'hommages. Maman est partie, que la terre de nos aïeux l'accueille et que le Seigneur la reçoive dans son royaume. C'est une fervente croyante adventiste qui est décédée à Paris le 27 mai dernier. Il y a des usages en de telles circonstances, le clin d'œil éploré à l'Éternel, un énième culte, une recommandation de plus pour celle qui est toujours restée au service. Notre mère, notre grand-mère, notre arrière-grand-mère qui part nous a laissé un grand souvenir, le souvenir d'amour, le souvenir de croire et de connaître que c'est seul Dieu qui est tout pour chacun. Et cette leçon nous permet, nous qui restons, de copier son exemple qu'elle a laissé.
Au bord du tombeau, enfin, une vingtaine de petits-fils, presque autant d'arrière-petits-fils, leur mémé en se promettant secrètement, individuellement, que son vrai tombeau se sera dans leur cœur déchiré. En culture, première édition du festival culturel du Mayo-Tchanaga. L'événement a eu lieu récemment à Yaoundé à l'initiative des ressortissants de ce département. Un grand rendez-vous culturel qui vise à promouvoir le savoir-faire culturel des fils et filles du Mayo-Tchanaga. Reportage Laurence Okalia. C'est en chants et danses qu'ils sont venus du Mayo-Tchanaga dans l'extrême nord Cameroun pour célébrer leur culture. En 3 jours, ils ont fait le tour entre les groupes de célèbres dans leur contrée et leurs talents traditionnels, chers à leurs valeurs. Le but, c'est d'abord de renforcer la solidarité entre les fils de Mayo-Tchanaga. Deuxièmement, comme nous pouvons le dire, c'est montrer de quoi nous sommes capables en matière de culture. Au cœur de l'événement, on côtoyait celle des valeurs traditionnelles du Mayo-Tchanaga. La valorisation de cette belle culture hors de leurs frontières a fait preuve de leur volonté de communier avec le Cameroun entier. Nous avons eu à inviter d'autres représentants d'autres cultures, du sud, du nord-ouest, du sud-ouest, de l'est. Le MINAC sera toujours auprès de tous ceux-là qui veulent aider à sauvegarder, à promouvoir et à développer notre culture. À la fin de ces 3 jours de célébration, des prix ont été attribués aux compétiteurs par les élites de cette localité et les autorités présentes. Ce rendez-vous compte se multiplier pour mettre encore plus de lumière sur le Mayo-Tchanaga. Place à présent au livre de la semaine, Médias et enjeux des pouvoirs, publié aux presses universitaires de Yaoundé par le professeur Jacques Famendongo, ministre de l'Enseignement supérieur. Un essai de 450 pages sur le vouloir-faire, le savoir-faire et le pouvoir-faire. Tout un faisceau de lumière édifiante sur différentes questions actuelles dans le vaste domaine de la communication. L'ouvrage, préfacé par l'académicien français Pierre Mesmer, est dédié au président de la République, Paul Biya. La note de lecture est signée Lazare Toundi. L'interaction entre les divers médias et les multiples pouvoirs dans nos différentes sociétés, analysée en 450 pages denses, enrichie d'exemples concrets et d'illustrations variées par le professeur Jacques Famendongo, ministre de l'Enseignement supérieur, déjà célèbre comme communicant, communicologue, homme de lettres, sémiologue, et la liste de ses multiples casquettes, les unes plus intéressantes que les autres, n'est pas exhaustive. Dans cet essai, sur le vouloir-faire, le savoir-faire et le pouvoir-faire, l'homme de science et le professionnel d'expérience montre et démontre, par exemple, comment le détenteur d'un pouvoir, que celui-ci soit politico-administratif, technico-économique ou socio-culturel, peut se servir efficacement d'un ou de plusieurs médias, question d'optimiser sa crédibilité ou son image et d'accroître l'efficience de son message. En ces temps d'intense communication politique, sportive, sociale, économique, culturelle, chacun des acteurs et même tout citoyen soucieux du savoir et du savoir-faire tient en cet ouvrage toutes les références nécessaires. Pour le préfacier Pierre Mesmer de l'Académie française, voilà une belle réflexion sur la communication au XXIe siècle avec pour champ d'étude précis la République du Cameroun. Un ouvrage pluridisciplinaire sous forme d'un panorama réaliste et objectif qui s'avère fort utile à quiconque veut comprendre les heures et les malheurs du Cameroun, ses échecs, ses réussites et plus globalement sa sociologie actuelle. Médias et enjeux des pouvoirs de Jacques Famendongo, disponible partout, en Afrique comme en Europe, dans toutes les bonnes librairies et bibliothèques. Our second book of the week is titled Between Two Worlds, authored by Ate Francis. The 150-page book tells the story of Ndong, the only surviving heir to the throne of Aboa. He refuses chieftaincy to become a priest. This leads to a conflict between him and his people. Natasha Lehman summarizes the book in the following report. The book, Between Two Worlds, handles themes like African cosmology, hypocrisy, and religious conflict.
The main protagonist, Ndong, is the only surviving heir to the chiefdom of Abwa in the northwest region. His dream to become a priest brings conflict between him and his family. In the face of mounting pressure from his relatives for him to embrace tradition, Ndong runs away with his mentor, the white priest, to the white man's land where he is ordained priest. His disappearance causes the death of his uncle, who before dying promises to kill him if on his return to the village fails to inherit the throne and offer sacrifices to the ancestors. Ndong, after spending several years overseas, returns to the village still maintaining his words, and his uncle's ghost disturbs him throughout. But he is not discouraged. Ndong also realizes that the white priest in his village is not an exemplary figure. Ate Francis, the author of the 150-page book with 18 chapters, is a renowned Cameroonian musician, poet, and journalist working with the Cameroon Radio Television. On to sports news, Cameroon has been crowned champions of the Nambudo in the Semak sub-region after winning 17 gold medals and 2 silver at the just-ended second edition of the Semak International Nambudo Tournament in the nation's capital, Yaoundé. Patricia Leba-Mutikson has the details. 17 times the national anthem of Cameroon resounded at a sports complex this Saturday as the host country maintained supremacy and still holds its title of Semak champions in the discipline of Nambudo. Grouped under the kata team and individual categories, both in the male and female, the Nambudokas came in from Burundi and the Central African Republic, Burkina Chad, Congo and Equatorial Guinea that were present as observers. After 2 days, it was a satisfactory Team Cameroon that carried the day. I'm very happy because the preparation of this competition was too hard, and I'm very proud of myself. Coach Christian Enam Assam, however, thinks it's time to set to work in order to stay at the helm in forthcoming competitions. We are just going to prepare the AFCON in Senegal next year. We are going to detect all the talents in all over the country, and we're going to select the best. At the end, Cameroon got 17 gold medals, 2 in silver. Chad went home with a gold medal, 6 in silver and 6 in bronze. The Central African Republic on its part had 1 gold medal, 1 silver and 1 bronze, while Burundi ended the second Semak International Nambudo tournament with 10 silver medals. The Nambudo family then paid a courtesy visit to the Minister of Sports and Physical Education to express their gratitude to government for ensuring a hitch-free tournament. And in the second match today, Croatia beat host country Russia to be another country to qualify for the quarterfinals of that encounter. Semi-finals, I mean to say. Karine. Le gouverneur de la région du littoral, président du COCAN, sur les chantiers des infrastructures sportives de la CAN 2019 à Douala, Samuel Dieudonné Hivahadibois, qui s'est rendu tour à tour à Japoma, Mbapelepe, Bepanda et Bonamoussadi, s'est dit satisfait de l'avancement des travaux. Dans la suite du gouverneur, notre reporter Gaël Moudio dédie. Le tour marathon des infrastructures sportives en construction à Douala démarre par Japoma. Présentation en salle, puis la visite du chantier. Les stades d'entraînement attendent le gazon. Les tribunes sont terminées. Les travaux des autres infrastructures du complexe sont en cours. Ceux des voies d'accès aussi. Taux de réalisation des travaux, 51%. Puis c'est au tour de Mbapelepe, à 38% de taux d'exécution. La même chose que Bonamoussadi. Les 2 infrastructures visitées sont jumelles et avancent à bon rythme selon l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Si Mbapelepe pose un problème d'accès sur l'avant gauche à réaliser, à Bonamoussadi, il faut engager des camions avec une plus grande célérité. Quant au stade omnisport de Bepanda, ses plus fidèles ne le reconnaîtraient pas. Dénudé, nettoyé, il a commencé sa métamorphose. 20% de taux de réalisation des travaux. On travaille de toutes parts, la base vie est en cours d'installation, la centrale à béton est à 100% et le dessous des gradins se prépare au renforcement de ses piliers. Au
Autant dire une visite satisfaisante. Les craintes de départ ont été déjà dissipées. Nous saluons déjà du côté de Japoma que les effectifs sont tels qu'on ne puisse pas avoir du souci, puisque là-bas, ils travaillent 24 sur 24. Bon, pour les autres chantiers, nous souhaitons qu'il y ait un peu plus de personnel pour que nous ne soyons pas rattrapés par les délais. Une recommandation tout de même, célérité et célérité encore. And that ends the 9:30 bilingual news written by Serge Atangana Biso and Donina Nyongo. Karin Olivia Bitts and myself, Edwin Kinziga, will be here again tomorrow for another edition of the news. Stay tuned to CRTV programs. The best is to come. Tomorrow, Karin. À demain, Edwin. Excellente soirée en compagnie de notre programme, Madame, Monsieur. À demain à 28h30. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal bilingue. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Présidentielle 2018, Paul Biya, le candidat des chefs traditionnels. L'appel à candidature a été lancé ce samedi à Yaoundé au cours d'une réunion extraordinaire du bureau exécutif du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Les échos dans ce journal. Exit la deuxième session ordinaire de l'année législative 2018. Les travaux se sont achevés vendredi au Parlement sur une note de satisfaction générale. Bilan de la session et réaction des parlementaires dans ce journal. Accident de Boutourou 1, non loin de Diknemeki. 24 heures après le drame, de nombreuses questions subsistent. Que s'est-il passé? Y a-t-il des survivants? Les éclairages de la rédaction dans ce journal. Et voilà pour les titres. La première partie du journal, c'est en anglais. Avec vous, Edwin. Bonsoir. Good evening, Karine. Members of the National Council of Traditional Rulers, as we told you in the headlines, and traditional rulers in the upper and lower houses of parliament have presented a motion of support and called on President Paul Biya to stand as their candidate in the upcoming presidential election. The call was made today in Yaoundé during an extraordinary meeting of the Executive Board of the Council of Traditional Rulers, led by its president Alim Gaga Ayatu, who is also the Lamido of Garwa. Details with Charles Anyangwe. Traditional rulers of Cameroon, under the leadership of the Lamido of Garwa, Alim Garga Hayatu, together with their colleagues of the two houses of parliament, have taken the firm resolve to convince Mr. Paul Biya to be their candidate in the upcoming presidential election. This council joins its voice to the multiple calls for your candidacy in the presidential election launched from the four corners of the country, and sharing the profound expectations and commitments of all Cameroon traditional rulers to appeal to you to stand for the upcoming 2018 presidential election. During the extraordinary meeting at the Yaoundé Conference Center, traditional rulers were very clear as to why they have taken this stand. President Paul Biya is the fund of funds. We are calling on him to take all appropriate measures to create a conducive atmosphere, one, for peace to reign in Cameroon, two, for there to be a successful elections where he is a candidate. As auxiliaries of the administration, having subjects under them, they promise to take their position to the populations under them. To tell our population is that we must keep the winning team, and the winning team is actually led by Paul Biya. In the presence of the Speaker of the National Assembly, Kavai Yege Jibril, and other special invitees, they presented a motion of support to the head of state for all he has done to traditional rulers. After the election and appointment of senators, we acknowledged with great satisfaction that the number of traditional rulers to sit in the Senate has increased. We, traditional rulers of Cameroon,
gathered with the National Council of Cameroon Traditional Rulers, members of the Executive Board of the Committee and elders meeting today, addressed to Your Excellency this motion of support. They presented 3 prayers for Cameroon and highlighted their obligations of loyalty, the promotion of good governance, the protection of persons and property, and their role in the administration of justice in their respective chiefdoms. The second ordinary session for the 2018 legislative year has ended with the adoption of 9 bills on Cameroon in the international stage, the protection of human rights, cross-border security, and harmonious development of the country. Senate President Marcel Nyat Njifenji called on senators to support the government in promoting peace, living together, and to continue to contribute to the return to normalcy in the northwest and southwest regions of the country. Details once more with Charles Anyangwe. In all, 9 bills were adopted during the June session of Parliament. They include the Bill on the Fiscal Regime of the State and Other Entities, the Cameroon Code on Transparency and Good Governance, the Organization and Promotion of Sports Activities, and that on Vocational Training, amongst others. According to senators, the session was a big success. It was a very successful session. Several important texts were adopted. In fact, the one that actually touched me most was the one on the management of public property and finance. You know, it has introduced some kind of discipline into the management of public funds and finance. To some opposition senators, it was not very successful owing to the fact that the issue of the Anglophone crisis did not feature in their deliberations. The law which we are expecting to see here, the Anglophone crisis, which is a disturbing issue. I'm not feeling, I'm just thinking, it's coming to an end today. How will I go back to my place? Exercising their constitutional duty of controlling government action, 2 question time plenary sittings were organized during which members of government received questions dealing with problems such as poaching, providing education for disabled children, amongst others. During the session, senators had the opportunity to interact with members of the audit bench of the Supreme Court during the 10th Exchange Forum on the bilingual annual report of this judicial body. As concerns parliamentary diplomacy, Senate President received some ambassadors and a delegation of the National Olympic Committee relating to the organization of the National School Game Dixiad built for Bafoussam in the West region. At the end of the June session of Parliament, senators left the Yaoundé Conference Center convinced that they have achieved their constitutional duties of voting bills and controlling government action. Members of the National Assembly have gone on recess after what can be described as an intense and exhaustive session that witnessed the adoption of 10 government bills. More than a dozen cabinet ministers were also quizzed on the functioning of their ministries during 4 question time at a seminar such as the Economic and Social Forum. Esther Kimatabot reports that the issues which came up during the session were quite varied. The June ordinary session of the 2018 legislative year goes into the annals of history as one that saw the extension of the mandates of members of the National Assembly by 12 months from October 15. Amongst the 10 bills adopted was that on the fiscal regime of the states and another on transparency and good governance in public finances. At first, it was the Finance Committee and the Ministry's handling. Now it's being enlarged to the audit bench, it's being enlarged to the civil society in the participation in budgetary management. They have introduced what they call a budgetary debate. The upheavals in the northwest and southwest regions, given some attention in the question time sittings, remain preoccupying. This is the way for me to talk to my brothers in the southwest and the northwest. Please, let's keep the peace, because when there's no peace, when the war starts, it's not easy to stop it, and then we will just lose. I think there's a possibility for us to talk. There's a possibility for us to dialogue. Where there are killings of soldiers, of civilians, where there are burnings and social crisis, nothing has formally been discussed. And we think that the government should have looked into the issues
faithfully in detail about the Anglophones to see where we can strike a balance. We have to remain in a united nation. Every person will try to have the Cameroon united from the north to the south, from the east to the west. The questioning of Cameroon's sovereignty denounced by House Speaker Honorable Kaveh Jibril and the people's right to choose their leaders was also harped on. We are going to have to choose. Ont été installés dans leurs fonctions hier, vendredi, par le ministre de la Santé publique à la nouvelle équipe dirigeante et au président du conseil d'administration. André Mamafouda leur a prescrit de faire de l'hôpital général de Douala une référence dans la sous-région Afrique centrale. Les précisions de Cyril Edimo à Douala. En matière de recouvrement sanitaire, l'hôpital général de Douala est la référence dans la région du littoral de par son plateau technique, l'accueil et la prise en charge des patients. Mais les défis restent grands pour ces nouveaux responsables portés à la tête de cette institution hospitalière. Le ministre de la Santé publique prescrit alors une ordonnance de qualité supérieure à ces hommes et femmes. Il faut que l'hôpital soit bien tenu, toujours propre, que les professionnels de santé qui travaillent soient à leur poste et fassent preuve de disponibilité envers les patients. Des recommandations que les promus intègrent avec la plus grande détermination. Il faut d'abord que les patients soient nos rois. Les patients doivent être nos rois. En deuxième lieu, il faut que l'hôpital soit toujours propre, accueillant. Il faut que les soins soient exemplaires et excellents. Nous devons être ouverts à l'innovation. Le directeur général, le professeur Henri Loumanamé et le docteur Calix Idapena, directeur général adjoint, se disent alors prêts à relever les défis qui les interpellent désormais. Des défis qui les appellent à positionner l'hôpital général de Douala comme une pièce majeure dans le schéma tactique de la CAN 2019. D'où la visite du chantier du plan d'urgence triennal par le ministre André Mamafouda pour clore cet instant. 65 millions de francs CFA, c'est la réponse en espèces sonnantes de la région de l'Est à la détresse de leurs frères des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les fonds ont été collectés ce samedi à Berthois. Dans la région de l'Est, le président de séance, le gouverneur Grégoire Vaux, a remercié les contributeurs du jour et invité les absents, élites et opérateurs économiques à rejoindre la chaîne de solidarité. Le reportage de Eli Omeondo, CRTV Est. C'est en grand nombre que les élites extérieures et intérieures, les opérateurs économiques, les forces vives et autres responsables de la région de l'Est ont répondu à l'invitation du gouverneur Grégoire Vongo dans le cadre d'une rencontre de collecte de fonds pour un élan de générosité et de soutien aux populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'assistance humanitaire d'urgence, projet du gouvernement camerounais pour assister les populations de ces deux régions victimes des affres de la violence qui accourent dans leur localité. Magnifique engagement des populations, toutes couches sociales confondues, ce n'est pas seulement une affaire d'élite. C'est vrai que beaucoup n'ont pas reçu l'information, mais l'essentiel a été fait. La collecte de fonds à Berthois, qui s'est déroulée à la permanence du parti de Siam, a été volontaire et s'est déroulée sur un principe de palier établi au gouverneur pour une collecte transparente, sans bousculade et sereine. Au terme de ce regroupement, la caisse de circonstances a reçu en espèces sonnantes et trébuchantes 64 389 500 francs CFA et en promesse une valeur d'1 300 000 francs CFA. Il est question pour la région de l'Est d'apporter sa modeste contribution à cet effort de sympathie vis-à-vis de nos frères et sœurs des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est une manifestation concrète de la solidarité nationale. C'est sur une note d'espoir en rapport avec la contribution de la région de l'Est à ce projet gouvernemental que la rencontre de collecte de fonds s'est achevée. Localities in the far north region affected by Boko Haram insurgency will soon experience a relaunch of socio-economic activities. Officials in charge of a strategic plan for the reconstruction of the areas met in a two-day workshop in Marwa to brainstorm on priority projects to be executed. Henry Tato Ekambi reports from Marwa.
Apparently we have problems on the report by Henry Tattel. Let's have the report from Marwa. Nigeria corridor as a transit to go and buy goods and sell in this region, who now instead takes the long journey from the far north to the north, then to Nigeria to get the same items. His cost of transportation increases, and so he shares the extra cost with his customers in the far north. That is just one out of the many challenges that the Boko Haram sect has brought to the economic, tourist, agricultural as well as other activities in this region. Yet with the gradual return of peace to this region, the powers that be have thought it wise to launch socio-economic activities in the 4 divisions that have been touched by the Boko Haram sect. And now we do think that everything is under control. The heads of service decide to organize population in order to reconstruct their economy. It is now left to these actors of this strategic plan that are mostly from the Ministry of Economy, Planning and Regional Development to work with the councils and deconcentrated cities to bring back life to normal in these localities in the far north. Construction work on the close to 52-kilometer stretch of the Babaju-Bamenda Road is intensifying and traffic flow controlled. The works are characterized by the opening up of embankments. Eric Langma-Wufo visited the Santa stretch and filed in this report. This is the stretch between the Santa Maitov Market and the entrance to GTH's Santa, as well as the road leading to Lake Awi. The caterpillars are opening up the embankments with the purpose of making the road visible. We are doing some cleaning on the road, on the embankment. If you are passed between Babaju and Kombu, you will see what they have already done there. We cannot just stand now and next day we are just putting tar on the road. They are preparing the platform on the road also. Technicians say the site to host the stone quarry pit is ready and that it will provide a platform for the crusher machine that is to come from Ikona in the southwest region. This is where the gravel to be used on the road will be produced. The headwork is complete, so we are just waiting to the arrival of the crusher, which comes from Ikona. This installation is expected to start on 16th of July. A year following the launch of construction works here by Public Works Minister, the pace of works have been progressive. People are not supposed to doubt. They were thinking that why is that we're walking around the western region section and we're not walking in the northwest. The road has a starting point. It is at Babaju, so I had to start there, even though we already jumped and entered Santana. On the almost 52-kilogram stretch of the Babaju-Bamenda Road is divided into 3 parts. From Babaju to Welcome to Bamenda, the second one, from Welcome to Bamenda to Welcome to Champion, and the last section is the section from Welcome to the Champion, passing through Amumbizam Runabout, Fanan Junction, City Clements, Food Market, Hospital Runabout, go back to Veterinary Junction. The works so far have been characterized by the installation of works as well as the maintenance of traffic, and reworks will gain momentum in the days ahead. It should be noted that works on the Babaju-Bamenda stretch is expected to end by mid-2019. The government delegate to the Limbe City Council says maintenance of access roads and infrastructure that cater for the sanitation needs of the population received due attention from the 2017 budget of the council. Mr. Motanga Andrew Monjimba made the statement during the first ordinary session for 2018. Edith Atonche reports from Boya. The budget for the 2017 fiscal year for the Limbe City Council stood at 7 billion CFA francs, and following the council's accounts presented to the public, a near 100% recovery rate was registered. On a note of satisfaction, the government delegate, Mr. Motanga Andrew Monjimba, said the budget successfully financed projects such as the construction of 2 access roads leading to the Limbe Omnisport Stadium, the provision of public stand-ups, scholarships,
shops and the embellishment of open spaces in the city. These projects and many others occupy a strategic position on the Council's action plan as important events to be hosted by the city draw near. For us to succeed in that endeavor, we need all and sundry. The population themselves have to indicate, put their hand on deck for this town to be cleaner than what it is. The public was assured that the famous Left Bank Maritime project, whose completion will transform the city into a magnificent tourist destination, is gradually taking off. The government delegate expressed gratitude to the entire population of Limbe for their collaboration with the council, calling on them to remain united against violence, destruction and division. The University of Ngaoundéré and the University of Lorraine in France have agreed to work together to develop Ngaoundéré through the construction of a fruit and vegetable processing factory. A convention signed recently at the Dang campus will also reinforce scientific research cooperation between the two institutions. Silence Quine reports from CRTV Adamawa. The convention signed between the universities of Ngaoundéré and Lorraine in France recounts the long-standing friendship that links both universities. Professor Joël Cher, who represented the French side at the signing ceremony, has been working with the host university for over 19 years. The rector of the University of Ngaoundéré said the partnership would go a long way to enhance the employability of her students, whose slogan is "One entrepreneur, one employer." We've had many researchers who have gone to France. A technology that started from a student here had been developed in France and is to produce fruit and vegetable powders. We're going to put in place an industry. We have to contribute in local development. The government delegate to the Ngaoundéré Urban Council for his part expresses delight at the positive impact the convention would have on improving the living conditions of the locals. Professor Joël Cher was hence proclaimed an honorable citizen of the town. Beyond scientific collaboration among men, there is also friendship, and today I think friendship prevailed. The signing ceremony preceded a conference on innovation and self-employment organized as part of activities marking the first edition of the Science and Technology Days of the University of Ngaoundéré. Lutte contre les attaques terroristes par explosifs, les 36e et 37e promotions de l'EMIA sont les premières à bénéficier d'une formation pour la lutte contre les engins explosifs improvisés. 227 hommes au total viennent de recevoir leur parchemin de fin de stage au Centre spécialisé d'instruction, d'application et de perfectionnement du génie militaire à Douala. Le reportage de Daoud Mouliam. Ils sont 227 aspirants, dont 174 de la 36e promotion et 55 anciens militaires de la promotion cadette de l'école militaire interarmée. Ils sont les premiers à avoir été formés à la lutte contre les engins explosifs improvisés. Au bout de 3 semaines de stage, ils ont acquis les rudiments et compétences pour venir à bout de cette nouvelle et récurrente technique d'attaque terroriste. L'usage des mines a pris un coup. Et nous devons nous adapter à la nouvelle menace. Les nouvelles compétences acquises par ces imminents officiers leur permettront de sensibiliser leur section sur les techniques, tactiques, procédures et manœuvres dans un environnement d'engins explosifs improvisés. Ils pourront par ailleurs assister leur hiérarchie dans la mise en œuvre des explosifs et artifices en toute sécurité. Au sortir de ce stage, l'officier que nous sommes désormais, nous serons capables de planifier, de conduire, de coordonner, de contrôler et même de conseiller le commandement en matière d'engins explosifs improvisés. La cérémonie de remise des parchemins de ce jour a été précédée d'une dernière activité sportive couronnée par une marche au commandement. Et parce que la menace des engins explosifs improvisés est évolutive et permanente, une actualisation de ces connaissances est requise dans un contexte où la menace globale appelle à des stratégies globales, mais surtout à des actions locales.
Mention bien pour les entreprises conduisant aux travaux de réhabilitation des digues sur le fleuve Logon et le lac de Maga, respectivement. Une délégation du comité de pilotage du projet d'urgence de lutte contre les inondations a fait le tour des chantiers jeudi. La note de satisfaction laisse croire que les inondations, bientôt, on n'en parlera plus qu'au passé. Aladji Mustafa, CRTV Extrême Nord. Des engins à l'œuvre pour réhabiliter la digue du fleuve Logon, celle du lac de Maga, ainsi que ses ouvrages connexes. Nous sommes dans le département du Mayo-Danaï et les travaux sont réalisés à près de 70%. Nous avons 27 km de digues, barrages qui ont été complètement faits. Et au niveau de radier déversoir de pousse, nous avons fini le radier sur 750 mètres linéaires. Au niveau de la protection des berges du Logon, nous sommes partis de 7 points critiques au départ du projet à 19 points critiques. Pour le moment, nous sommes à plus de 1200 mètres linéaires de protection des berges par enrochement. Au niveau du lac de Maga, nous avons en tout 8 km de protection en enrochement. Mais faute de ressources, nous sommes en train de nous concentrer sur 4 km par enrochement. Des dispositifs hydro et météo sont déjà mis. Des travaux qui ont pris un coup d'accélérateur malgré les difficultés rencontrées par le projet. Les problèmes de décompte, chacun est en train de bousculer pour que les paiements soient faits afin que les travaux ne soient pas bloqués. Nous avons aussi la pluie. Les travaux, on voudrait que ça soit achevé au plus tard le 28 février. Et je crois qu'on va pouvoir tenir le délai. Un chantier financé à hauteur de 54 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et le Cameroun et qui vise à barrer la aux inondations dans cette partie du pays. Après la visite des travaux, le comité de pilotage du PULSI est satisfait. Le PULSI vient de réaliser le projet de plus de 65%, donc je suis vraiment satisfait de ce que j'ai vu. Cette descente sur le terrain est précédée de la tenue des travaux de la 10e session du comité de pilotage du PULSI qui se sont tenus à Maroua. Défilés sociaux déployés dans le Nord contre la pauvreté. La réunion d'évaluation du dispositif 6 mois après vient de se tenir à Garoua. Au terme des travaux, il semble bien que le projet Filets sociaux remplit sa mission. La pauvreté recule dans le Nord. Ousmane Assanda à Garoua. Cette rencontre entre le sommet et la base permet d'évaluer les activités du projet et les difficultés rencontrées durant les 6 premiers mois de l'année. Sur le terrain, les activités avancent normalement. Il y a 2000 bénéficiaires de cash transfert et il y a eu 2000 bénéficiaires de Timodon, le travail à haute intensité de main-d'œuvre. Déjà, on a eu à faire 6 paiements pour les 1000 bénéficiaires où tous ces bénéficiaires ont eu une formation en AGR et ont perçu une somme de 80 000 pour relancer leur activité et sortir de leur pauvreté. Des activités qui ont un impact sur le quotidien des bénéficiaires. Nous avons vu les bénéficiaires au début des paiements, on voyait la misère. Mais lorsqu'on a fait 4-5 paiements, lorsque vous revenez voir les mêmes femmes, vous réalisez qu'elles sont devenues propres. Et le projet n'entend pas s'arrêter en chemin. Le meilleur est encore à venir. La Banque mondiale vient de nous accorder encore un appui consistant de 60 millions de dollars qui nous permettront d'intensifier le projet dans les 3 régions septentrionales. Le projet Filets sociaux, lancé en 2006, financé par la Banque mondiale et le Cameroun, vise à lutter contre l'extrême pauvreté. Présent aujourd'hui dans cette région, il compte s'étendre sur l'ensemble du pays d'ici 2020. Lutte contre l'érosion et la désertification dans la Damawa. 52 plants en anacardier viennent d'être mis en terre à l'école publique 4 de Mbé. C'était sous la houlette du ministère de l'économie en partenariat avec le comité régional de lutte contre la sécheresse. Reportage Lydie Firita, CRTV à Damawa. Considéré comme étant le premier front de déforestation dans la région de l'Adamawa, l'arrondissement de Mbé est exposé au fil des jours à la désertification. Le mandat des députés a été prolongé d'1 an. Nous devons nous investir à rechercher les voies et moyens pour ramener la paix dans notre pays. La représentation nationale invite à plus de solidarité et invite tous et chacun à s'investir pour que reviennent l'ordre, la paix et la sérénité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
The dust is yet to settle on yesterday's accident left 30 people dead along the Yaoundé-Bafoussam Highway. Corpses were conveyed to the Yaoundé Central Hospital mortuary, where the population has been visiting to identify theirs. Gendarmerie services indicate that 4 survivors are receiving treatment. Joyce Kimifuwajo has update on the accident. As families of the deceased from the Mdikinimiki carnage continue mourning over the untimely death of their loved ones, reports from the Yaoundé Central Hospital say officials burnt the midnight candle, preparing the mutilated corpses for better conservation. The General Supervisor of the Yaoundé Central Hospital shows us published list of 28 corpses from the Mdikinimiki accident. 20 of them have already been identified by their families, though he talked of a case of double identification, which was later sorted out. 8 of the corpses are yet to be identified, while 3 of them have no names. Meantime, information gotten by phone from the Ndikinimiki Gendarmerie post confirms that 28 corpses were retrieved from the wreckage of the car, 7 seriously wounded, with 3 of them succumbing to their wounds while on the way to the Ndikinimiki District Hospital, while the 4 survivors from the accident were later sneaked away by their families for treatment. But it was dead silent midday Saturday at the Yaoundé mortuary of the Central Hospital, where the 28 corpses are being conserved. Though we found no family members to talk to, the hospital officials are calling on the general public, especially those whose relatives traveled that night, to come and help with the identification so as to ease conservation and the eventual removal for burial. Meantime, the investigation announced by the Central Regional Governor is ongoing to identify the real cause of such an unfortunate happening. Only after then will blames be apportioned and sanctions meted out. The long holiday in Cameroon is about 1 month old. It is a period when many students travel to spend time with family and friends in different parts of the country. The mass movement places bus services under pressure, as many of them are forced to intensify the use of buses and drivers. Christian Chiatam reports on measures taken by bus agencies to prevent accidents, especially during this period. It's holiday again, and for bus agencies, this means an increase in the number of passengers to transport. Striking the balance between brisk business and passenger safety remains a main concern. Different agencies say they go about it each in their own way. When they have to come at our agency, all the dispositions are taken to make them know that security is there. When people are near the agency, they are directed to the counter. When they are registered, we are responsible of our luggage. The various agencies claim that they take adequate measures to control speed. We have GPS, which is centralized to the direction of exploitation, checking drivers to know if there is a speed exceeded. We have people who are in that route, going and coming back to control. Transporting passengers over long distances could also be a challenge, which needs adequate measures, especially at this period. We have many drivers. A driver from Ngaoundéré is to stop in Bertoua. Bertoua, we have another driver who brings the bus in Yaoundé. In Yaoundé, we have the drivers who are there waiting for the bus to bring it to Douala. The drivers cannot feel tired. In front of the camera, everybody claims to take adequate measures to ensure road safety. How well these measures are implemented every step of the way remains the big question. 24 heures après l'hécatombe de Boutourou 1, une trentaine de morts dans un accident de la circulation routière, des questions demeurent, notamment qu'est-ce qui s'est passé cette nuit durant ce voyage finalement fatal et quel est le nombre exact de victimes. Serge Atangana-Bissot a essayé de reconstituer les derniers instants avant l'accident. Il fait le point également de la situation 24 heures après. Son reportage. Hier encore, vendredi, avant 5 heures, de sources gendarmes, il s'était une joyeuse compagnie comme celle-ci, partie de Yaoundé et se rendant en Bouddha. Ce samedi, voici ce qui reste du plus grand nombre. Une liste de 28, tous morts, sur les 35 embarqués par le coaster de Takala Voyage au quartier Carrière 3 heures plus tôt. Ces 28-là ont été reçus ici, morgue de l'hôpital central, où l'on a fait des heures sup jusqu'après minuit.
Les corps étaient amochés au possible. Conséquence d'un excès de vitesse, peut-être involontaire. Le conducteur s'est endormi. Un survivant raconte même que quand le véhicule est sorti du virage, lui a tenté de le réveiller, en vain. Le coaster a ainsi fait 70 mètres dans la broussaille, survolé le cours d'eau de Boutourou 1 avant de finir sa course folle contre le béton de sûreté du pont sur la rivière. Le manifeste de bord affiche 30 passagers, faux. Ils ont finalement embarqué 35. Des 7 qui n'ont pas péri sur le champ, 3 ont rendu l'âme à l'hôpital de district de Ndikinmeki. Les 4 derniers survivants ont été emportés par leur famille, arrivés sur les lieux. On ignore où. On espère pour des soins. Et le bébé survécu miraculeusement, un fantasme Facebook, un autre. Paroles de gendarmes, de médecins traitants à Ndikinmeki, de témoins à Boutourou 1 et même de morguiers à Yaoundé. Lendemain de carnage, à plus de 200 km d'ici, la cour du pavillon morgue de l'hôpital central est vidée. 5 familles ont quand même fait la démarche, l'horrible besogne, ce samedi, de venir reconnaître leur corps. Il reste 8. Parmi ces 8 personnes non encore identifiées, non reconnues par leur famille, 2 femmes et un homme qui apparemment ont voyagé sans aucune pièce d'identité. Serge Atanganabissou, CRTV. La vie continue néanmoins dans les agences de voyage, notamment avec la saison des départs en vacances qui bat son plein. Les vacanciers vont et viennent. Le rythme des voitures lancées passe aisément du simple au triple. Question de satisfaire une clientèle décuplée, de mettre mot plus que jamais de rigueur, sécurité et respect des horaires. Allons voir les mesures spéciales mises en place pour cet effet avec Oswald Medou. Timvan, au sud de Yaoundé, les zones d'embarquement et débarquement des agences de voyage ne désemplissent plus. Voilà quelques semaines déjà que le rythme de croisière a été atteint. Seulement, cette période vache grâce à ses exigences. Sécurité oblige. On n'attend pas seulement la période de vacances pour mettre le dispositif de sécurité passagers et leurs biens. Pendant cette période, il faut redoubler d'efforts puisqu'il y a un peu plus d'affluence. Pour l'efficacité des mesures, à chaque agence, c'est une méthode. Nous tenons compte des âges. Un chauffeur qui est dans la trentaine peut faire 3 borderons maximum. La plupart de nos bus sont codés. Donc c'est codé à un kilométrage que le chauffeur ne peut pas dépasser. On a un suivi GPS pour savoir si un chauffeur a excédé en termes de vitesse, automatiquement les sanctions vont suivre. Le capital humain est à préserver. Ça commence par une gestion efficace des effectifs. Quand un véhicule part, disons, de Ngaoundéré, arrive à Bertoua, le chauffeur qui a amené le bus à Bertoua n'est plus opérationnel. Un chauffeur est permanent à Bertoua qui attend ce véhicule qui l'amène à Yaoundé et il n'est plus opérationnel, il se repose. Un chauffeur prend de Yaoundé qui amène à Douala. Une attention particulière est aussi accordée aux véhicules au terme de chaque voyage. Dès qu'un véhicule entre, on se saisit du dossier, on vérifie la validité des documents. Et puis le service technique sur place se rassure du bon état du bus. Des initiatives louables, mais faut-il encore en vérifier l'effectivité sur le terrain? Le mérite déjà, c'est d'y avoir pensé. Seulement, ce n'est pas le cas de tout le monde. La grande majorité d'ailleurs, entre les agences qui n'ont d'agence que le nom et les nombreux clandestins pour qui seul le profit compte, des mesures de sécurité supplémentaires, c'est pas pour aujourd'hui. D'ailleurs, leurs portes sont restées fermées à nos sollicitations. Les responsables récemment nommés par décret présidentiel à l'hôpital général de Douala sont en poste. Disons. The head of state of this nation. During this session, we gave our own view for the future of this nation. The people's representatives go on recess with a call to sow seeds of peace and living together. Merci d'être avec nous. Les chefs traditionnels appellent le président Paul Biya à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. L'appel était lancé ce samedi à Yaoundé au cours d'une réunion extraordinaire du bureau exécutif du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Le président du Conseil, Sa Majesté Halim Garga Hayatou, a demandé à ses collègues de porter le message à toutes les populations placées sous leur autorité. Richard Talatodem. Ce n'est pas le ministre de l'enseignement supérieur ni le président de l'Assemblée nationale que vous voyez ici. Ce sont le chef traditionnel de Kolandoum,
et le président d'honneur du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Leur Majesté Jacques Famdongo et Kavaye Yégué Djibril assistent à une réunion du bureau exécutif du Conseil au Palais des Congrès de Yaoundé, qui a un objectif bien précis. C'est de faire appel à la candidature du président de la République, son Excellence le président Paul Biya, pour lequel le peuple camerounais a déjà exprimé en grande partie son attachement. Avec des invités spéciaux comme le vice-premier ministre Amadou Ali ou le préfet de Mfundi, les gardiens de la tradition écoutent un exposé rappel sur leurs rôles et fonctions et cogitent sur la situation politique actuelle du pays et lancent cet appel. Le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun, ses démembrements régionaux, départementaux et communaux, vous exhortent et sollicite respectueusement votre candidature à la prochaine élection présidentielle de 2018. Les chefs traditionnels du Cameroun vous témoignent leur soutien, leur fidélité et leur loyauté à votre vision du Cameroun d'aujourd'hui et de demain. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes notre choix pour l'élection présidentielle de 2018. Fait à Yaoundé le 7 juillet 2018 et ont signé tous les chefs traditionnels du Cameroun. Les mêmes signatures se retrouvent au bas de la motion de soutien que les chefs traditionnels adressent au président Paul Biya qui rassure pour le développement du Cameroun. Les chefs traditionnels, qui sont des auxiliaires actifs, doivent répandre la bonne nouvelle. Ne soyez pas du tout ni complexés, ni dévalorisés aux yeux de quiconque. Soyez dignes de ce testament d'hérédité que vous avez de vos parents. Le président du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun prêche à des convertis. Nous avons des obligations envers celui-là même que nous avons choisi, que nous avons désigné, que nous avons coopté et que nous avons amené nos populations à accepter. Nous allons sensibiliser davantage nos populations par rapport à l'appel de candidature de son Excellence Paul Biya pour les séances futures. Des prières adressées au Très-Haut protégeront le chef de l'État, le chef des chefs, Paul Biya, et les guideront, eux, les chefs traditionnels, dans la propagation du message. Les travaux marquant la deuxième session ordinaire de l'année législative 2018 se sont achevés hier, vendredi au Parlement. Au Sénat, le président de la Chambre, Marcel Nyadifendi, a dit son satisfait pour le travail abattu pendant un mois. Il a invité ses collègues à lutter contre la division du Cameroun et à soutenir le programme d'assistance humanitaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Voici quelques réactions des sénateurs recueillies par Richard Taladem. Ils se sont séparés hier au Palais des Congrès après un mois d'intenses travaux, fait des travaux en commission, des questions orales aux membres du gouvernement et du vote de 9 projets de loi relatifs au sport, à la bonne gouvernance et à la gestion des finances publiques au Cameroun. Ce sur quoi le président de la Chambre, Marcel Nyadifendi, les félicite. Pour les leçons, les sénateurs se disent très marqués par le projet de loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Ce code est fondamental et ce code, si tous les gestionnaires, tous les acteurs respectaient ce qui est prescrit par ce code, le Cameroun connaîtrait un certain envol vers la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Les sénateurs vont en vacances avec le sentiment d'avoir beaucoup fait et beaucoup appris sur la sécurité transfrontalière, sur la protection des droits de l'homme et sur le développement social et économique de notre pays. Tous ces projets de loi qui ont été adoptés par le Sénat, c'est des projets de loi d'une grande valeur pour le pays, de manière générale. Pendant cette session, le Cameroun a mis un accent particulier sur ses relations internationales en approuvant de nombreuses conventions que le président devait signer avec les institutions internationales. Et la deuxième chose, c'est l'accent qui a été mis sur la bonne gouvernance. L'intercession s'est donc ouverte et le président du Sénat, Marcel Nyadifendi, recommande à ses collègues vigilance et sagesse, surtout en cette période électorale.
À l'Assemblée nationale, comme au Sénat, cette session ordinaire de l'année législative 2018 était marquée par une intense activité. La Chambre a examiné et adopté 10 projets de loi. Elle a tenu 4 séances de questions orales aux membres du gouvernement. L'activité extra-parlementaire était tout aussi dense. Le bilan de la session avec Claristan. Au regard du contexte actuel dans notre pays, marqué par un agenda électoral dense et de la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord, il s'est agi d'assurer la meilleure organisation possible des prochaines consultations électorales. Le président salue le fait que le gouvernement nous ait permis d'avoir cette loi portant prorogation du mandat des députés. Le chef de l'État qui est garant également de la bonne organisation de toutes les élections s'est penché donc sur ce problème-là et il a fait dans une démarche élégante, une démarche constitutionnelle. Le mandat des élus du peuple a ainsi été prorogé pour une durée de 12 mois. La session ordinaire qui s'achève aura été dense et studieuse. Nous avons eu 3 textes majeurs au cours de cette session qui vont véritablement impacter sur la bonne gestion des finances publiques et sur le vécu quotidien des Camerounais en même temps que sur l'avenir de la jeunesse. Nous avons 2 autres projets de loi en matière de finances publiques. Celui est lié au Code de transparence de bonne gouvernance des finances publiques et le nouveau régime financier de l'État et des entités publiques qui remet au goût du jour de manière forte la responsabilité des ordonnateurs, des gestionnaires. Des projets de loi d'importance examinés et adoptés, mais aussi plusieurs activités extra-parlementaires en vue de l'information et de la formation des députés. Nous avons eu un forum social et économique qui nous a permis de nous imprégner des programmes que le gouvernement a pour la jeunesse. Il s'agissait donc dans ces discours également d'inviter chacun des députés dans sa circonscription à aller vers les jeunes et à leur amener ce que nous avons reçu pendant ce forum. Les membres du gouvernement, en tête desquels le Premier ministre, chef du gouvernement, se sont montrés disponibles. C'est l'une des sessions où la synergie entre l'exécutif et le législatif a été quasi parfaite. Ça m'a donné la certitude que nous avons la maturité suffisante, le sens des responsabilités suffisant pour gouverner notre pays et pour faire les choix qui sont ceux qui conviennent à ce que le peuple attend. Le rideau est tombé sur les travaux de la session du mois de juin, mais nous avons toujours le cœur meurtri par la situation qui prévaut dans les régions du nord-est et du sud-ouest. À ce jour, le bilan est particulièrement lourd. 74 994 personnes déplacées internes dans les 2 régions et 21 291 réfugiés au Nigeria. Voisins seront le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Personne n'a intérêt à ce que les troubles perdurent dans notre pays.